lorsque Björn Ulvaeus a écrit « Le gagnant emporte tout » en 1980. Il a mis tout son cœur dans chaque mot. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est le cruel retournement de situation qui a suivi. Il a fait chanter à son ex-femme Agneta ses paroles douloureuses sur l'échec de leur mariage. Elle a dit que c'était l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Debout dans ce studio, elle chantait les paroles de son ex-mari sur le chagrin et la perte. Mais ce n'était même pas le pire de leur histoire. Le véritable cauchemar s'était produit des années auparavant, et Björn était resté silencieux jusqu'à présent. Björn Ulvaeus est né le 25 avril 1945 à Göteborg, en Suède, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ses parents, Einar et Erik, menaient une vie simple. Erik travaillait dans une papeterie. Leur appartement était petit, avec des toilettes communes. Et la Suède était encore sous rationnement jusqu'en 1951. Malgré cela, Björn fredonnait déjà des mélodies à 5 ans. Il n'avait pas grand-chose, mais il écoutait attentivement les chansons à la radio et se souvenait de chaque morceau. L'économie suédoise était en pleine croissance, mais de nombreuses familles comme la sienne étaient encore en difficulté. Göteborg regorgeait de chantiers navals et de travaux pénibles, ce qui a façonné la vision du monde du jeune Björn. Il a appris très tôt ce que signifiait l'effort, en 1951. Alors que Björn avait 6 ans, la famille a déménagé dans une paisible ville côtière appelée Västervik. C'était loin des grandes villes. Les hivers étaient glaciaux, la vie y ralentissait. Mais en 1956, quelque chose a changé. Björn a reçu une petite guitare de son cousin à Noël. Il n'avait que 11 ans, mais il s'entraînait pendant des heures, copiant des chansons entendues à la radio. Il adorait le son brut du skiffle, surtout après avoir entendu Rock Island Line en 1955. La nuit, il était seul dans sa chambre, pinçant des cordes et rêvassant. Västervik ne comptait que 20 habitants, mais ces longues nuits paisibles l'ont aidé à se passionner pour la musique. En 1957, à seulement 12 ans, il construisit son propre amplificateur à partir de pièces détachées. Il ne se contentait pas de jouer, il créait. Mais l'école était dure. Vers 1952, il entra au lycée local, et les moqueries commencèrent. Björn n'était pas aussi intéressé que la plupart des garçons. Pendant que les autres jouaient au foot, il écoutait Elvis. Il était timide et réservé, ce qui faisait de lui une cible facile. À Dixon, il trouvait du réconfort dans les disques de rock américain de contrebande. La Suède comptait peu de tourne-disques. Seuls 15% des foyers en possédaient un. Mais Björn a trouvé le moyen d'écouter. Rock Around the Clock résonnait dans ses oreilles, tandis que ses camarades se moquaient de lui. Plus il riait, plus il s'évadait dans la musique. Il écoutait même Radio Luxembourg tard le soir, caché sous ses couvertures. Dès 1957, il avait déjà commencé à former des groupes de musique en secret. Il jouait dans les foires locales dès 1958. Derrière la douleur, quelque chose de puissant se développait. En 1957, Björn et ses amis formèrent un petit groupe. Ils jouaient des chansons folk et skiffle comme Tom Dooley et se produisaient lors de fêtes religieuses et de kermesses. Mais il était terrifié à l'idée de monter sur scène. Lors d'un de ses premiers spectacles, en 1958, il oublia les paroles. Les gens rirent. Il ne pouvait plus respirer. Ses crises de panique étaient si violentes qu'elles l'ont suivi jusqu'à la célébrité d'ABBA des années plus tard. Il a un jour admis avoir utilisé des bêta-bloquants lors des tournées d'ABBA dans les années 70 pour calmer ses nerfs. Malgré tout, il persévéra. Ils s'entraînèrent dans un garage pendant des heures chaque jour. En 1960, ils remportèrent même un concours local et remportèrent 50 couronnes. Ce fut un moment important pour ce garçon qui pleurait après l'école. Puis vint le moment qui changea tout. En 1963, à 18 ans, Björn rejoignit les West Bay Singers après avoir remporté un concours radiophonique national. La même année, ils adoptèrent le nom des Hootenanny Singers. Ils se consacrèrent à la musique folk suédoise et non à la vague pop britannique qui s'emparait alors du groupe. Le 26 octobre 1963, ils interprétèrent une chanson intitulée « Jag väntar vid min Mila » lors d'une émission télévisée regardée par des millions de téléspectateurs. Ce fut leur première grande percée. En 1964, ils signèrent chez Polar Music et Björn sillonna la Suède dans un van défoncé. Cet été-là, ils donnèrent 168 concerts dans des parcs et des champs. Leur album, également intitulé Hootenanny Singers, a rencontré un franc succès. Malgré la concurrence des Beatles et des Stones, leur choix de chanter en suédois
et non en anglais, les a fait sortir du lot. C'est à cette époque que Björn a rencontré Benny Andersson, l'homme qui allait changer sa vie à jamais. Mais tandis que la musique prenait de l'ampleur, Björn essayait également d'étudier le commerce et le droit à l'Université de Lund. Il s'inscrivit en 1964, l'année même de la sortie de leur album. Il assistait rarement aux cours. En 1966, il était en période d'essai. Il était constamment en tournée, se produisant dans de petites villes, gagnant 500 couronnes par spectacle. Il menait 2 vies, l'une dans des amphithéâtres, l'autre sur des scènes enfumées. Il avoua plus tard se souvenir peu de cette période en raison d'un trouble de la mémoire révélé en 2009. Pourtant, cette période chaotique donna naissance à son premier grand succès. En 1966, leur chanson « Gabriel », inspirée d'un air russe, se classa numéro 1 en Suède. La chanson est restée dans les charts suédois pendant des semaines et a atteint la 5e place des charts russes. Mais elle a suscité une controverse. Les médias russes les ont accusés de l'avoir volée. Malgré cela, l'album est sorti en 6 langues, dont l'allemand et le finnois. Il n'a pas rencontré le succès à l'étranger, mais Björn était désormais un nom connu en Suède. La même année, il a commencé à écrire des chansons avec Benny Andersson. Leur première tentative, n'est-ce pas, ce n'est pas facile à dire, fut enregistrée par les Hep Stars, mais échoua à l'Eurovision en 1969. Pourtant, quelque chose de puissant commençait. Björn et Benny écrivaient constamment et ensemble. En 1968, ils créent Ljuva 68, une chanson impertinente sur les années 60, interprétée par Britta Borg. Ils travaillent souvent en voyage, parfois même en voiture lors de longs trajets. Björn raconte que leur connexion musicale a été un véritable coup de foudre. En 1969, ils entament l'enregistrement de leur premier album en duo, intitulé Lika, ce qui signifie « bonheur ». Il sort en novembre 1970. Björn chante presque tous les morceaux. C'était un album profondément personnel, empreinte de guitare acoustique, qui laissait entrevoir le style pop qu'il perfectionnerait plus tard avec ABBA. Ils n'en vendirent que 10 exemplaires. Mais quelque chose était en train de changer. À l'été 1969, lors d'une tournée, Björn rencontra Agneta Fältskog dans un café. Elle n'avait que 19 ans, déjà célèbre pour son tube de 1967, Jag var så kär. Björn, quant à lui, avait 24 ans et s'est immédiatement senti attiré par elle. Ils ont chanté ensemble sur une chanson intitulée « To Live With You », leur voix se mêlant de manière naturelle. Elle venait de rompre ses fiançailles avec un producteur allemand, ce qui fit la une des journaux. Ils devinrent bientôt inséparables. Ils se marièrent le 6 juillet 1971, dans une église paisible de Wareham. Benny jouait de l'orgue. Leur fille Linda est née en 1973. Leur fils Peter est né en 1977, même après leur divorce en 1979. Leur musique a continué de raconter leur histoire. The Winner Takes It All n'était pas qu'une chanson. C'était un adieu. En 1970, les 4 futurs membres d'ABBA ont pris des vacances gratuites à Chypre. Björn, Benny, Agneta et Frida ont séjourné à l'hôtel Twiga Tower et ont donné un court spectacle devant les troupes de l'ONU. Ils ont principalement interprété des chansons folkloriques suédoises. C'était la première fois qu'ils partageaient la scène tous les 4. Le courant passait entre eux 4, mais leur début était loin d'être glamour. À l'époque, ils ne s'appelaient même pas ABBA. Le nom du groupe était un peu long à prononcer. Björn et Benny, Agneta et Annie Frid, et leur premier single, People Need Love, sont sortis en juin 1972. En Suède, le succès fut satisfaisant, avec environ 50 exemplaires vendus et une Dixette et place des charts. Mais hors de Suède, la chanson fit un flop. Les stations de radio britanniques et américaines l'ignorèrent complètement. Les critiques raillèrent leur son, jugeant les harmonies trop brutes, la production trop amateur et l'ambiance trop européenne. Pendant un instant, on aurait dit que le rêve était terminé avant même d'avoir commencé. Ils jonglaient entre concerts solo pour survivre. Björn admettrait plus tard que ce refus les avait profondément blessés. Mais au lieu d'abandonner, ils ont redoublé d'efforts. Cet échec de 1972 leur a donné l'impulsion nécessaire pour peaufiner chaque note, chaque mot, chaque détail. En 1973, Björn réclamait avec insistance un changement de nom. Le nom long du groupe ne s'imposait pas, et il trouva quelque chose de simple. ABBA. Ce n'était que leurs initiales, disposées en un joli petit palindrome.
Agneta, Björn, Penny, Annie Fried, mais en Suède. Ce nom appartenait déjà à une entreprise de conserve de poissons fondée en 1838. L'idée a fait rire. Un groupe pop portant le nom d'un harangue, on aurait dit une blague. L'entreprise de poissons n'était pas emballée non plus. Ils ont accepté que le groupe l'utilise, à condition de ne pas les embarrasser. Les journaux ont organisé des concours où les fans ont voté pour le nom. Certains plaisantant sur la musique suspecte. La presse suédoise n'a pas été tendre non plus. Certains ont dit que cela sonnait artificiel, voire ridicule. Mais Björn a tenu bon. Il a ignoré les moqueries, a accusé la marque de fabriquer, et finalement, ce qui semblait ridicule en 1973 est devenu l'un des noms les plus emblématiques de l'histoire de la musique. La même année, des tensions éclatèrent en studio lors de l'enregistrement de Ring Ring. Les sessions débutèrent le 10 janvier au Metronome Studio de Stockholm. Björn prit alors les rênes de la production et tenta une nouvelle approche. Il voulait superposer des sons comme le mur du son de Phil Spector, des astuces de vitesse de bande, de multiples overdubs, des textures brutes jamais essayées en Suède. Mais leur manager Stig Andersson n'était pas satisfait. Il voulait des tubes nets et soignés, pas des expérimentations sonores. Leurs disputes sont devenues si virulentes et acerbes que Stig a un jour quitté le studio en trombe, furieux que Björn ait rejeté ses paroles. Les jugeant trop pompeuses. À un moment, Björn a menacé d'arrêter si on ne lui laissait pas sa liberté créative. Le projet a failli s'écrouler. Pourtant, lorsque Ring Ring est finalement sorti, il a atteint la première place des charts suédois et s'est vendu à 100 000 exemplaires. Ce ne fut pas un succès mondial, mais cela prouva que quelque chose fonctionnait. Pourtant, le monde extérieur n'était pas convaincu. Au printemps 1973, Björn s'envola pour Londres, Demos Main. Il frappa aux portes de plus de 10 labels, Decca, MI, Polydor, P, WEA, et leur fit écouter Ring Ring. La plupart des dirigeants lui sourirent poliment, puis lui dirent que c'était trop européen, trop doux, trop kitsch. L'un d'eux lui a même ri au nez, affirmant que ce genre de musique ne se vendrait jamais hors de Scandinavie. Aucun contrat n'a été conclu. Björn est rentré en Suède défait, ruiné et plein de doutes. Il survivait à peine grâce à des concerts locaux, gagnant seulement 5-0 couronnes par concert. Les costumes, les accents, les mélodies entraînantes. Toutes chez eux étaient perçues comme un handicap. Un seul petit contrat a été conclu en Australie, où Ring Ring a atteint la 32 et place en octobre. Ce n'était pas grand-chose, mais cela a entretenu l'étincelle. Puis vint le 6 avril 1974, le concours Eurovision de la chanson à Brighton, le moment où tout a basculé. Ils ont interprété Waterloo en costume scintillant, Björn brandissant une guitare argentée en forme d'étoile qui scintillait sous les projecteurs. Il y a même eu une frayeur de dernière minute. Le chef d'orchestre suédois portait un costume de Napoléon qui a failli tomber en panne sur scène. Mais rien n'a pu freiner l'énergie du groupe. Ils ont gagné avec 24 points, soit seulement 6 de plus que la Britannique Olivia Newton-John. C'était C'était la première victoire de la Suède à l'Eurovision et elle a propulsé ABBA au rang de star mondiale du jour au lendemain. Étrangement, cette guitare argentée disparut après le concert et ne fut jamais retrouvée. Certains disent qu'elle pourrait valoir des millions aujourd'hui. En 1975, ils étaient constamment en tournée, parcourant la Scandinavie, jouant dans des parcs en plein air, même par mauvais temps. Le public était en délire. En Australie, SOS a dominé les charts pendant 7 semaines consécutives, avec un demi-million d'exemplaires écoulés. Mamma Mia a connu un succès encore plus grand, atteignant le million d'exemplaires écoulés à la fin de l'année. Mais la célébrité a entraîné le chaos. À Sydney, des fans ont envahi les halls d'hôtel. Agnetha, accablée de harceleurs et de menaces, s'est réfugiée dans sa chambre. Son anxiété monta en flèche. La pression l'écrasa presque. La même année, Björn négocia leur première véritable percée aux États-Unis. Atlantic Records les a signés en mai 1976, après que Waterloo a attiré l'attention du président du label. Les États-Unis n'étaient pas faciles. Les stations de radio trouvaient encore leur son trop bubblegum. My Dancing Queen, sorti en 1976, a changé la donne. Il est devenu leur seul tube numéro 1 aux États-Unis et a atteint le sommet des charts dans 15 pays. Frida a pleuré la première fois qu'elle a entendu ce morceau. C'était tout simplement magnifique.
Ils l'ont enregistré avec des synthétiseurs Moog et ont superposé plus de 100 heures d'overdubs. Ça les a presque fait sortir de l'épuisement. L'album Arrival est sorti en octobre et s'est vendu à 1 million d'exemplaires dès la première semaine. En 1977, ils ont sorti l'album avec des chansons comme The Name of the Game, écrite par Björn après une thérapie. Il s'est inspiré de ses véritables difficultés émotionnelles pour façonner les paroles, révélant une vulnérabilité qu'ABBA n'avait jamais montrée auparavant. Ils ont même monté une mini-comédie musicale intitulée La fille aux cheveux d'or pendant leur tournée, avec Agnetha et Frida portant des perruques blondes. Certains publics n'ont pas compris au début, mais avec le temps, c'est devenu un élément clé de leur histoire. Puis vint leur plus grande tournée à ce jour, en Amérique du Nord, à l'automne 1979, de New York à Vancouver. Ils ont joué devant des salles combles. Björn a pris la tête de Does Your Mother Know, interprétant des paroles sur le refus d'un jeune admirateur. Ce qui a fait sensation. Ce fut leur seule tournée en Amérique du Nord. Le film a rapporté l'équivalent de 10 millions de dollars aujourd'hui. Mais en coulisses, les choses s'amélioraient. Le mariage de Björn et Agnetha battait de l'aile. En juillet de cette année-là, leur divorce fut prononcé. Ils eurent 2 enfants, Linda, née en 1973, et Peter, né en 1977. La séparation fut difficile. Björn a écrit The Winner Takes It All, juin 1980, déversant toute sa douleur dans les paroles, et Agnetha a dû la chanter. Elle a dit que c'était l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Elle était debout en studio, chantant les paroles de son ex-mari, des vers sur les dieux froids et les dés. Et, d'une certaine manière, elle a réussi à rendre ce morceau magnifique. En novembre 1980, un événement étrange se produisit. ABBA sortit un album intitulé Super Trooper, au moment même où leur vie personnelle s'effondrait. Björn Ulvaeus composa la chanson-titre pour affronter l'épuisement dû à ses concerts incessants. Il se sentait complètement seul, même sur scène devant des milliers de personnes. On l'entend dans les paroles lorsqu'il dit « J'en avais marre de tout ». En coulisses, le mariage de Björn avec Agnetha Fältskog battait déjà de l'aile. On entendait parler de liaisons extra-conjugales, de distance émotionnelle et de trop de disputes. Pourtant, la sortie de Super Trooper a fait un tabac. Il a atteint la première place dans 9 pays. Rien qu'au Royaume-Uni. L'album a enregistré plus d'1 million de précommandes, on record, à la fin de l'année. Il s'était vendu à 709 0 exemplaires rien qu'au Royaume-Uni, ce qui en faisait le 4e single le plus vendu de 1980. L'album entier a dépassé les 1,25 million d'exemplaires vendus au Royaume-Uni. Mais malgré tout ce succès, quelque chose clochait. L'énergie du groupe s'effritait. Benny Andersson et Annie Friedlingstad rencontraient eux aussi des difficultés. Björn dira plus tard que la fatigue se transformait en bataille créative. La musique était toujours joyeuse, mais le groupe lui-même se désagrégeait peu à peu. Puis, en novembre 1981, ils sortirent un nouvel album intitulé The Visitors. Mais celui-ci était complètement différent, il était plus sombre, plus sérieux. Les paroles de Björn parlaient désormais ouvertement de divorce, de douleur et de solitude. À cette époque, lui et Agnetha avaient déjà divorcé en juillet 1980. Les chansons One of Us et When All Is Said and Done sonnaient comme des lettres adressées à quelqu'un qu'on a aimé, mais avec qui on n'a pas pu rester. Il y avait aussi une étrange sensation de peur dans la chanson The Visitors, qui explosait de rire, comme si quelqu'un veillait sur vous. Cette crainte poussa l'Union soviétique à interdire l'album en 1982. Le contenu de l'album ne leur plaisait pas. Le groupe avait enregistré l'album entre mars et novembre 1981 à Stockholm. Mais le studio ne lui semblait plus aussi agréable. Des rumeurs circulaient sur l'alcool, les liaisons et les bagarres. La voix de Frida sur la chanson-titre était si angoissée qu'on sentait presque sa poitrine se serrer. Malgré tout, l'album s'est vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires. Rien qu'en Allemagne. Il a atteint le million d'exemplaires vendus. Aux États-Unis, il a atteint la 29e place, même s'il n'était pas imprégné du son entraînant habituel d'ABBA. Et pour la première fois, un album d'ABBA a été enregistré numériquement. Les chansons de Björn sonnaient comme des adieux. Il regardait aussi Benny et Frida s'éloigner. Et comme ça, sans grande annonce, The Visitors devint leur dernier album studio pour les 40 prochaines années. Le 11 décembre 1982, quelque chose s'est terminé discrètement.
ABBA a donné ce qui allait devenir sa dernière représentation publique lors d'une émission britannique intitulée The Late Late Breakfast Show, en direct de Stockholm. Juste après, Björn a annoncé aux journalistes que le groupe faisait une pause. Personne n'a dit que c'était permanent, mais cela semblait l'être. À ce moment-là, les deux couples étaient divorcés. Björn et Agneta en 1980, Benny et Frida en 1981. Le groupe était à bout de souffle. Björn disait même que le studio ne semblait plus vivant. En 1983, ils vendirent leur part dans Polar Music. Ils ont évoqué une reformation en 1983 et 1984, mais rien n'a jamais abouti. Leur dernier single, The Day Before You Came, n'a pas eu beaucoup de succès en Suède, atteignant seulement la 11e place. Björn a dit un jour que si ça avait été un succès, ils auraient peut-être continué. Mais ils ne l'ont pas fait. Pendant les 39 années qui ont suivi, le silence a régné. En 2021, ils sont revenus avec de la nouvelle musique. Mais Benny a été clair. C'est ça, a-t-il déclaré. Plus rien après ça. Le plus douloureux, c'est qu'en 1982, ils en vendaient encore des millions. Mais intérieurement, ils étaient trop fatigués pour continuer. 2 ans plus tard, en 1984, Björn et Benny ouvrent un nouveau chapitre. Ils s'associent à Tim Rice pour créer une comédie musicale intitulée Chess, consacrée à la guerre froide. La musique est complexe, dramatique et pleine de tension. Une chanson, One Night in Bangkok, est devenue un énorme succès. Elle a atteint la 3e place du Billboard Hot 100 et la 1re place en Allemagne. En Suisse et en Australie, elle s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Une autre chanson, I Know Him So Well, interprétée par Elaine Page et Barbara Dixon, est devenue le duo féminin le plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni. Elle s'est écoulée à 900 exemplaires. La comédie musicale a débuté comme album conceptuel en 1984 et a été présentée à Londres en 1986. La pièce a été jouée pendant 3 ans, mais son transfert à Broadway en 1988 a été un échec. Elle n'a été jouée que 68 fois et a perdu 6 millions de dollars. Björn a déclaré plus tard que travailler sur la comédie musicale lui avait rappelé la tension ressentie durant les dernières années d'ABBA. Pourtant, les échecs sont devenus cultes par la suite, surtout auprès des passionnés. En 2009, Björn a contribué à l'inauguration d'un musée personnel, le musée ABBA à Stockholm. Il a fallu des années de préparation. L'idée initiale était d'ouvrir en 2008, mais cela n'a pas eu lieu pour des raisons financières. Lorsqu'il a finalement ouvert ses portes le 7 mai 2013, il est devenu un lieu où les fans pouvaient plonger dans l'univers d'ABBA. Il comportait plus de 500 objets originaux, costumes, disques d'or et même la véritable table de mixage des studios Polar. Björn y avait ajouté des touches personnelles, comme une réplique de la cabane d'écriture de l'île de Vixö. En seulement 5 ans, 1,3 million de visiteurs l'ont visité. Le musée a généré plus de 10 millions de dollars par an grâce à la seule vente de billets. Le prix d'un billet était de 299 SEK, soit environ 28 dollars. L'une des surprises les plus marquantes était la possibilité pour les fans de chanter au karaoké avec des hologrammes d'ABBA. Björn a déclaré qu'il était étrange de voir une version numérique de lui-même comme si l'on observait un fantôme. Mais le musée a également contribué à l'économie de Stockholm, générant 50 millions de dollars par an grâce au tourisme. En 1999, un événement inattendu s'est produit. Björn a co-créé une comédie musicale intitulée Mamma Mia, reprenant 22 chansons d'ABBA pour raconter l'histoire d'une jeune femme qui cherche son père avant son mariage. La première a eu lieu à Londres le 6 avril 1999 et les billets ont explosé. Personne ne s'attendait à un tel succès. Björn pensait que cela nuirait à l'image d'ABBA. Mais le film est devenu un phénomène mondial. En 2025, il avait généré plus de 4 milliards de dollars. La version cinématographique de 2008 avec Meryl Streep a rapporté 144 millions de dollars. Il a été vu par 65 millions de personnes dans 50 productions différentes et en 16 langues, de 2001 à 2015. Sa diffusion à Broadway a rapporté 624 millions de dollars en 2025. Les nouvelles reprises rapportaient 1,78 million de dollars par semaine. Björn a utilisé sa part de l'argent pour investir dans d'autres projets. Même si certains ont qualifié la comédie musicale de bien-être, certains critiques ont perçu quelque chose de plus profond.
Une grande partie de l'émotion du spectacle provenait de la souffrance de Björn, notamment des divorces qui ont marqué sa vie. Dans les années 2000, Björn a commencé à gérer ses revenus d'ABBA avec plus de prudence. Il gagnait environ 2 à 3 millions de dollars par an rien qu'avec les royalties. Mais après quelques mauvais investissements dans les années 1980, il avait appris à être prudent. À un moment donné, il avait perdu 1 million de dollars dans un projet raté. Il a donc investi dans l'immobilier et la technologie. Il a acheté une maison de 7 millions de dollars à Lidingö, équipée de panneaux solaires et de systèmes écologiques. Il a également acheté un penthouse de 5 millions de dollars à Londres pour son travail. En 2007, il a investi dans Viaplay, un service de streaming suédois, au moment même où la musique numérique prenait son envol. Les chansons d'ABBA étaient écoutées 1 milliard de fois par an sur Spotify. Il a également soutenu des entreprises d'énergie verte et a rejoint Alm Equity en 2016 pour contribuer à la construction de maisons écologiques. En 2023, son portefeuille comprenait un yacht à 2 millions de dollars et une Tesla Model S. Il disait qu'il ne s'agissait plus de luxe, mais de vivre de manière responsable. Puis, un événement profondément personnel est survenu. En février 2022. Après 41 ans de mariage, Björn et sa seconde épouse, Lena, ont annoncé leur divorce. Ils ont eu 2 filles ensemble. Emma, née en 1982, et Anna, née en 1986. Björn a confié plus tard qu'il luttait contre la solitude. Il a suivi une thérapie. Cela lui a rappelé son premier divorce avec Agneta en 1980, qui lui avait inspiré la chanson « The Winner Takes It All ». Mais quelque chose a changé. En 2021, alors qu'il faisait la promotion du voyage d'ABBA, il a rencontré une nouvelle personne, Christina Sass. Elle avait 51 ans. Ils se sont mariés le 21 septembre 2024 à Copenhague. C'était un mariage intime et intime, célébré, étonnamment, par l'humoriste Sandy Toksvig. Ils ont rapidement sympathisé, notamment grâce à la musique et à leur passion commune pour les voyages. Mais tout le monde n'a pas réagi positivement. La différence d'âge de 28 ans a fait sensation. Certains se sont montrés encourageants, d'autres moins. En janvier 2025, Björn a accordé une interview sincère au Times. Il n'a pas hésité à aborder la controverse. Il a confié avoir eu de sérieuses hésitations au début. Non pas à cause d'elle, mais à cause de la réaction du monde. Il a admis d'avoir peur d'être jugé, traité de cliché, pire, mais il a continué malgré tout. Il a dit que ce n'était pas une relation comme les autres. C'était la relation la plus heureuse qu'il ait jamais connue. Il a attribué à Christina le mérite d'avoir apporté une nouvelle énergie dans sa vie, surtout après son divorce. Leur mariage fut discret, mais empreint de petites attentions. Waterloo jouait même doucement en fond sonore. Et Christina n'était pas n'importe qui. Elle travaillait avec des réfugiés avant d'entrer dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, ils forment une famille recomposée et mènent une vie à la fois atypique et étonnamment réaliste. En 2025, les tabloïds en parlaient encore. Leur lune de miel à elle seule a fait la une des journaux. Elle aurait coûté 2 millions de dollars et se serait déroulée aux Maldives. Mais ce qui a vraiment choqué le public est arrivé en mars 2025. C'est alors que Björn reprit la parole. Cette fois, il révéla quelque chose de plus personnel. Il expliqua que la différence d'âge n'était pas seulement un problème public. C'était une affaire privée, aussi. Il avait lutté profondément. En 2023, il avait même suivi une thérapie. Il a avoué qu'il éprouvait de sérieuses appréhensions face au vieillissement. Il craignait que Christina finisse par le quitter, mais elle ne l'a pas fait. Elle le rassura, et peu à peu ses doutes s'estompèrent. Il parla d'une croisière en Antarctique en 2024, la qualifiant d'un des plus beaux moments de sa vie. Prenant beaucoup de monde de court. Il plaisantait en disant que son indice de bonheur personnel tournait autour de 60% lors de ses précédents mariages. Maintenant, avec Christina, il prétendait que le taux de réussite était de 95%. Et puis vint le succès. Rien que la première année, l'émission a rapporté plus de 150 millions de dollars. En 2025, 1,5 million de billets avaient été vendus. Lors d'une conférence TED en 2023, Björn a admis que cela n'avait pas été facile. La technologie est tombée en panne à plusieurs reprises. Des problèmes techniques ont retardé l'ouverture de plusieurs mois. Mais quand le projet a finalement fonctionné, c'était plus qu'un simple concert. C'était un renouveau.
La musique d'ABBA a retrouvé un regain de popularité, les écoutes sur Spotify ayant augmenté de 85%. Et pour Björn, ce projet signifiait quelque chose de plus. En 2024, il a déclaré qu'ABBA Voyage l'avait sauvé émotionnellement après son divorce. Le spectacle est devenu un symbole de résilience. Il est désormais prévu de le présenter à Las Vegas en 2026, avec des prévisions de 100 millions de dollars supplémentaires.